Alors, le deuxième chapitre, c'est la demande de la monnaie. Analyser la demande de monnaie revient à chercher les raisons pour lesquelles les agents économiques la détiennent. Cette recherche peut s'appuyer sur l'analyse théorique et sur l'analyse empirique. La première analyse, ça veut dire une analyse théorique, permet de connaître les motifs profonds de la détention de la monnaie et les interactions entre celle-ci et l'activité économique. La seconde analyse, ça veut dire l'analyse empirique, en cherchant à quantifier la relation entre la demande de monnaie et ses déterminants, montre qu'il est très difficile d'obtenir une fonction stable de la demande de monnaie. Les biens économiques sont de deux sortes. Ceux qui ont une utilité directe, les biens de consommation générale, et ceux qui procurent un service productif, les biens d'investissement, ou un rendement pécuniaire, ça veut dire les titres. Pardon. Et chaque bien est demandé en fonction de cette utilité directe ou de ses services appréciables en termes monétaires. Elle est substituable en d'autres biens et son prix relatif fait partie de l'ensemble des prix. Alors en général, la demande de monnaie elle est expliquée, ou elle avait été expliquée par trois principaux courants de la pensée économique. Elle a été expliquée par les classiques. On va voir aussi l'apport keynésien dans la demande, de la demande de monnaie, et aussi elle a été expliquée par les monétaristes. La demande de monnaie ou l'apport théorique de la demande de monnaie selon l'analyse classique. Dans l'analyse classique, la monnaie est un voile qui cache les échanges de marchandises contre les autres. Elle n'est pas demandée que pour elle-même, mais pour servir d'instrument d'échange et d'étalon qui fixe la valeur des autres biens. L'équilibre du marché des biens ne dépend pas du marché de la monnaie. Cette absence d'interaction entre les deux marchés illustre la neutralité de la monnaie. Pour les classiques, la monnaie est un moyen de transaction. La monnaie n'influence pas l'économie réelle. La monnaie influence les prix. L'absence d'interaction entre les deux marchés, entre le marché monétaire et le marché des biens et services, illustre la neutralité de la monnaie. Pour les classiques, la monnaie est un moyen d'échange et elle doit être demandée uniquement pour des motifs de transaction. De ce fait, les classiques ont développé trois grandes idées relatives à la monnaie. La première idée, c'est que la monnaie n'est qu'un moyen de transaction. Deuxième idée, la monnaie n'influence pas l'économie réelle. Et troisième idée, la monnaie influence les prix. En commençant par la première idée, la monnaie n'est qu'un moyen de transaction. Alors pour les classiques, la monnaie n'est pas demandée pour elle-même. Le besoin qu'on a de la monnaie n'est autre chose que le besoin de marchandises qu'on achète avec elle. Autrement dit, la monnaie n'est analysée comme un moyen commode de faciliter les échanges. Finalement, Jean-Baptiste Say a démontré que dans son traité d'économie politique, que l'argent n'est qu'un office passager et les échanges passés, et se trouve qu'on a payé des produits avec des produits. Donc, pour les classiques, la monnaie n'est qu'un moyen de transaction, donc elle est neutre. Donc, pour eux, ils avaient convaincu que les produits sont échangés contre les produits selon la théorie de Jean-Baptiste Say ou selon les idées de Jean-Baptiste Say, parce que dans l'époque des classiques, la monnaie ou le système en général monétaire et financier n'était pas assez développé pour que la monnaie joue un rôle primordial dans les transactions et dans les échanges commerciaux. Deuxième critère, la monnaie n'influence pas l'économie réelle, la monnaie est neutre. Dans le schéma classique, la production et la consommation des biens ne dépendent que des demandes et des offres de ces biens. Il y a un équilibre qui ne dépend en aucune façon
du marché de la monnaie, dont le seul rôle est de fixer le niveau général des prix. Cette absence d'interaction entre ce qui est monétaire et ce qui est réel, activité économique de production et de consommation, cette neutralité de la monnaie illustrée par la formule « la monnaie n'est qu'un voile » revient à nier la fonction réserve de valeur de monnaie. En ce qui concerne la troisième idée des classiques relative à la demande de la monnaie, le volume de monnaie en circulation peut influencer les prix. Alors la relation entre la monnaie et les prix s'exprime par la célèbre équation de Fisher, comme sous l'appellation théorie quantitative de la monnaie, dont l'expression est la suivante: MV est égal à P culon, dans la mesure que P est égal au prix, V vitesse de la circulation, M la masse monétaire, culon c'est le volume de transaction. Pour bien expliquer cette équation de Fisher, on considère que V et culon sont constants, au moins à court terme, car ils sont déterminés par des habitudes qui n'ont aucune raison de changer radicalement. Ainsi, P, ça veut dire le prix, se trouve lié à la quantité de monnaie en circulation. Autrement dit, si les pouvoirs publics multiplient M, ça veut dire la masse monétaire, par petit n, les prix P se trouvent multipliés également par une petite n, ça veut dire une petite n constante. Cette théorie très simplicite reliant P et M, ça veut dire le prix et la masse monétaire, peut rendre service pour expliquer les périodes d'hyperinflation en montrant que tout supplément de la monnaie en absence d'une augmentation de la production est forcément inflationniste. Donc pour les classiques, je répète, c'est que tout en reliant P et M peut rendre service pour expliquer les périodes d'hyperinflation, en montrant que tout supplément de la monnaie en absence d'une augmentation de la production est forcément inflationniste. L'équation de Fisher a été très critiquée. Statistiquement, des études ont montré que les prix de détail et les quantités de monnaie n'ont pas augmenté dans la même proportion. Sur le plan théorique, l'augmentation de la demande de monnaie dans une situation de sous-emploi de facteurs de production n'engendre pas de tension inflationniste. Donc bien évidemment, on a vu que cette équation de Fisher a été très critiquée par d'autres courants de la pensée économique ou par d'autres auteurs de la pensée économique. On va voir maintenant l'interprétation de la demande de monnaie selon la théorie keynésienne. Dans la théorie keynésienne, la demande de monnaie, c'est-à-dire la détention d'encaisse liquide, ne dépend pas uniquement du motif de transaction. Keynes désigne la demande de monnaie par le terme préférence pour la liquidité et affirme que celle-ci résulte de trois motifs: spéculation, précaution et transaction. Cette préférence pour la liquidité infirme la loi des débouchés de C, ça veut dire l'offre crée sa propre demande. Et les produits s'échangent contre les produits, car la préférence pour la liquidité a un effet d'éviction sur la demande et sur le volume de transactions. Alors, les nouveaux motifs de la détention de la monnaie. Pour Keynes, la monnaie n'est pas seulement demandée par les entreprises et les ménages en tant qu'instrument de transaction, mais peut être demandée pour elle-même, et ce pour deux nouveaux motifs. Un motif de précaution, qui résulte de la prise en compte de l'éventualité d'événements nécessitant des dépenses inattendues, maladies, accidents, hausse des prix, chômage, etc. Et un motif de spéculation, ça veut dire les agents économiques conservent des encaisses spéculatives pour pouvoir être en position d'acheter des obligations quand décide-t-on de placer la monnaie sous forme d'obligation. Donc, je m'explique. Pour Keynes, la demande de monnaie pour motif de transaction
soit L1, la demande de monnaie pour des motifs de transaction si le revenu d'un ménage qui le dépense régulièrement augmente, la consommation augmente aussi, car la proportion marginale à épargner est nulle. L1 dépend donc du niveau de revenu, elle est une fonction croissante du revenu. L'encaisse transaction d'un individu ou d'un agent dépend étroitement de la dimension et de la périodicité de son revenu. Il lui permet d'effectuer ses opérations courantes de dépenses. Deuxièmement, la demande de monnaie pour motif de précaution. Le motif de précaution de caisse jette une passerelle entre la fonction de transaction et la fonction de réserve de valeur de la monnaie. Le motif de précaution conduit à la constitution d'une encaisse, dont 15 énonce qu'elle dépend comme l'encaisse d'une transaction, principalement du montant de revenu. M1, supposons M1, désignons le montant de monnaie détenu pour satisfaire les motifs de transaction et de précaution. 15 écrit M1 est égal à L1 de R, où L1 est la fonction de liquidité qui détermine M1 par rapport au revenu. La détention d'une encaisse est justifiée par l'absence de synchronisation entre perception de revenus et dépenses de revenus, mais aussi par les coûts de transaction que peut subir un agent s'il décide de conserver son pouvoir d'achat sous forme de titres, tout en convertissant ces titres au cas de besoin de monnaie. Les coûts de transaction seront dans certains cas plus importants que les intérêts perçus sur ces titres. Pour 15, le motif de précaution qui résulte de la prise en compte de l'éventualité d'événements nécessitant des dépenses inattendues comme maladie, accident, hausse des prix, chômage, etc., etc. Pour le motif de spéculation, ou la demande de monnaie pour motif de spéculation pour 15, les agents économiques conservent des encaisses pour pouvoir acheter ou vendre des obligations selon leur anticipation de gains ou de pertes, basée sur l'évolution prévue de taux d'intérêt. 15 met en premier plan le lien entre la monnaie et l'incertitude. Le taux d'intérêt est chez 15 la variable conventionnelle qui résume toute l'incertitude inhérente à la vie économique. Comparativement avec ce qui a été soulevé par les classiques, 15 a pu montrer que la monnaie est active. Ça veut dire que la monnaie n'est pas neutre comme il a été démontré par les classiques. Parce que pour 15, il existe une interaction entre la demande de monnaie et l'activité économique. Et pour 15, le taux d'intérêt joue un rôle important dans l'investissement et donc dans la production. Et cette interaction peut mieux être dégagée par le schéma de causalité de la théorie keynésienne. Dans ce schéma, la monnaie n'est plus neutre dans la mesure où il existe une interaction, ça veut dire une interdépendance entre la monnaie et les activités économiques, car le taux d'intérêt est déterminant du niveau d'investissement. Bien évidemment, lorsqu'il y a une augmentation de taux d'intérêt, il y a une diminution des investissements. Et lorsqu'il y a une diminution de taux d'intérêt, automatiquement, les gens vont encourager pour demander des crédits, pour demander des demandes, alors automatiquement l'investissement va augmenter. Donc pour 15, le taux d'intérêt indemnise les agents économiques pour la renonciation à la liquidité. Elle n'est pas la variable qui équilibre l'offre d'épargne et la demande d'investissement. Elle est une variable monétaire. Les avantages de la détention d'encaisse sont liés au pouvoir libératoire de la monnaie, à l'absence de frais de transaction et de conversion. Le motif de spéculation pour 15, les agents économiques conservent des encaisses spéculatives pour pouvoir être en position d'acheter des obligations. Les questions qui se posent, quand décide-t-on de placer la monnaie sous forme d'obligation? L'agent économique compare le rendement de la monnaie liquide à celui de l'obligation.
La réponse est que le rendement de la monnaie est constant en valeur nominale et le rendement des obligations dépend des taux d'intérêt courants et des taux d'intérêt anticipés. D'une manière générale, un agent économique achète des obligations quand les taux d'intérêt courants sont élevés et avec anticipation d'une baisse de taux d'intérêt. Voilà un récapitulatif de l'idée de Keynes sur la demande de monnaie et que la demande de monnaie est active et n'est pas neutre. Donc, en partant par les trois motifs de la demande de monnaie pour Keynes, c'est que la monnaie est demandée pour un motif de transaction, un motif de précaution et un motif de spéculation. Ça va engendrer une demande, une relation entre la demande de monnaie et l'offre de monnaie. Donc le jeu entre la demande de monnaie et l'offre de monnaie est s'effectuer via le taux d'intérêt. Lorsqu'on a une demande de monnaie, on a une augmentation de taux d'intérêt. Lorsqu'on a une offre de monnaie, on a une diminution de taux d'intérêt, bien évidemment. Et le profit est anticipé avec une augmentation, une diminution de taux d'intérêt. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une diminution de taux d'intérêt, le profit est anticipé pour encourager et pour inciter à investir. Pour inciter à investir les autres agents économiques non financiers. Bien évidemment, on fait allusion à l'entreprise. Donc, il y a une incitation à investissement et cette incitation à investissement, ça va encourager la production et cet encouragement de la production, ça va augmenter l'emploi et ça va donner un revenu le revenu qui est subdivisé en partie consommée et en partie investie. Et la consommation, bien évidemment, elle est aussi répartie en revenu en consommation. Dans notre chapitre consacré à la demande de monnaie, on va voir l'apport des monétaristes, ça veut dire la demande de monnaie chez les monétaristes. Les monétaristes, notamment Milton Friedman, ont élargi l'analyse keynésienne de la demande de monnaie, tout en restant fidèles à la thèse classique de la neutralité de la monnaie. La monnaie a comme substitut d'ensemble des actifs qui constituent le patrimoine d'un agent économique. Donc, pour Milton Friedman, l'analyse de la demande de monnaie revient à chercher la part optimale de la monnaie au sein du patrimoine, au sens large des agents économiques. Schématiquement, le patrimoine ou la richesse d'un individu qui se compose de 5 principaux éléments. Premier élément, la monnaie. La monnaie, elle se caractérise au sein du patrimoine en ce sens qu'elle est le seul élément dont les valeurs nominales est fixée. Les prix des autres biens ou titres varient alors qu'un billet de 100 dirhams vaut toujours 100 dirhams. Deuxième élément, les obligations. Ce sont des actifs financiers non monétaires dont le prix varie dans le sens inverse des taux d'intérêt. Troisième élément, les actions. Ce sont des actifs financiers non monétaires dont le prix varie. Quatrième élément, le capital physique. Bien évidemment, ce sont les biens meubles et immobiliers. Cinquième et le dernier élément, c'est le capital humain. L'individu lui-même, chaque individu a une capacité plus ou moins grande pour louer ses services contre rémunération. Il peut également investir lui-même, dépenser en études supérieures en vue d'obtenir un meilleur revenu. À partir de cette classification, les déterminants de la demande de monnaie deviennent plus évidents. Un individu répartira les différents éléments de son patrimoine en fonction de sa richesse totale. Donc il y a un lien entre la quantité de la monnaie conservée et le revenu et l'importance du patrimoine. Deuxièmement, des anticipations de prix et de rendement comparés des divers éléments du patrimoine.
Conserver la monnaie permet d'économiser des coûts de transaction et des coûts d'information. En revanche, la monnaie est peu ou pas rémunérée et se dévalue avec l'inflation, alors que les titres ou les biens résident mieux à l'érosion monétaire. Comme les classiques, les monétaristes considèrent que la monnaie est neutre. La thèse de neutralité de la monnaie est à nuancer selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde génération des monétaristes. La première génération, dont Milton Friedman, la monnaie est neutre à long terme et active à court terme. Explication. À court terme, l'augmentation de la masse monétaire va engendrer l'augmentation des prix. Ça veut dire la théorie quantitative de la monnaie. Et cette augmentation des prix, ça va engendrer une augmentation des investissements. Ça veut dire la production et l'emploi. À long terme, les salariés découvrent l'inflation, ce qui va engendrer une revendication avec une augmentation des salaires, ce qui va engendrer ensuite une augmentation des coûts de production, ce qui va impacter sur les investissements, donc ça va donner une diminution des investissements, et une diminution des investissements, ça va donner une augmentation de chômage et retour à la situation initiale. La deuxième génération, la monnaie est neutre même à court terme. Selon la deuxième génération des monétaristes, les agents économiques font des anticipations rationnelles, c'est-à-dire étant informés, ils connaissent à l'avance des conséquences des décisions économiques.